Dans le paysage de la société féodale, la vassalité est le lien de dépendance le plus connu de façon, on va dire, plus ou moins involontaire. Et c'est un lien de dépendance que l'on peut mettre en lien assez facilement avec le servage, car cela rentre dans le cadre de ce qu'on va appeler les seigneuries. Le lien de vassalité, ou plutôt de dépendance, on va dire qui correspond à celui de la vassalité, entre un seigneur et un homme, qui est d'une certaine façon lui aussi un non libre, s'inscrit la plupart du temps dans la gestion du domaine, donc du domaine seigneurial, mais aussi dans l'assistance du seigneur à proprement parler dans certaines tâches, notamment judiciaires, mais aussi dans tout ce qui est en rapport avec le militaire. Mais comment en fait cette vassalité, ce lien de dépendance se caractérise-t-il et comment en fait cela prend forme, ou plutôt comment cela a pris forme? Le lien de dépendance entre le seigneur et le vassal a des origines antérieures à l'instauration du système féodal. Je rappelle que le système féodal date aux alentours du 10e, 11e siècle et que bien avant cela, on retrouve des traces de ce qu'on pourrait qualifier de vassalité, mais qui va avoir quelques petites particularités et qui ne va pas prendre de suite l'aspect de dépendance, du moins dans l'immédiat, dans sa conception immédiate. En effet, on retrouve des traces de la vassalité dès le haut Moyen-Âge. Tout comme d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, le servage, nous en avions parlé, le servage aussi, on retrouve des traces dès le haut Moyen-Âge, voire vers l'Antiquité tardive. Cette vassalité serait née dans un cadre où on regroupe un certain nombre de choses, notamment en premier lieu une recherche de protection de la part du clientélisme. Donc je rappelle que nous sommes encore dans une société romaine et la société romaine de l'époque fonctionnait par clientélisme et cette forme de clientélisme date déjà dès l'Antiquité et cette clientèle, la clientèle notamment des familles romaines, va chercher une forme de protection notamment au sein de l'État, de l'État établi. Donc ça veut dire que les familles déjà ont peut-être aussi du mal à assurer cet état de clientélisme, enfin de protéger ses clients entre guillemets, mais aussi dans certaines régions de Germanie, ça va être le compagnonnage également, le compagnonnage militaire, qui va favoriser justement cet état de vassalité. Donc, de ce qu'on pourrait voir comme étant un état de vassalité que l'on s'entende bien. À l'époque des rois francs, donc Clovis et tous les autres, la vassalité se recentre plus sur ceux qui portent les armes. Ça a pu être toute catégorie de personnes confondues, comme on pourrait le voir dans le clientélisme romain, mais ça va être ceux qui sont habilités à porter les armes. Donc, on va dit les combattants. En effet, à ce moment-là, bon nombre de ces personnes, bon nombre d'entre eux, rentrent dans une dépendance, notamment pour se faire entretenir par les puissants et notamment le roi. Autrement dit, il faut comprendre une chose, c'est que la vassalité à l'époque des rois francs va prendre plus un aspect, on va dire, avantageux pécunier qu'un aspect, on va dire, de dépendance à proprement parler, mais cela ne change rien, puisque ces fameux vassaux vont être entretenus, donc nourris, logés, blanchis, comme on pourrait dire, par des plus puissants. Donc ces puissants vont pouvoir en disposer comme ils l'entendent. En contrepartie, cela va de soi. Et cela se produit, encore une fois, au moment où le servage va également se mettre en place. Car le servage commence, je le rappelle très brièvement, fin de l'Antiquité tardive, début du Haut Moyen-Âge, donc 5e, 6e siècle, donc on est vraiment à toute fin de l'Antiquité tardive et tout début du Haut Moyen-Âge, donc dans une période un peu transitoire, pas forcément une période, on va dire, bien établie, et justement, là, on signale également que le servage se met de petit à petit en place sous les rois francs, ce qui est logique quand on regarde les dates où le servage commence vraiment à se faire sentir. Je rappelle que le servage, je fais une aparté là-dessus, mais c'est pour bien comprendre que ces états de dépendance, des fois, peuvent avoir des points communs avant toute chose. Je rappelle que le servage, c'était à la base pour éviter l'esclavage, entre guillemets. Mais ça reste toutefois une forme de dépendance, une dépendance, on va dire, qui est un peu plus souple, entre guillemets, mais ça reste une dépendance quand même. Donc, gardez à l'esprit que le servage et la vassalité, ce sont des formes de dépendance qui peuvent se rapprocher puisque les vassaux dépendent des seigneurs, tout comme le serf dépend du seigneur, car le seigneur lui octroie un certain nombre de choses et c'est pareil pour le vassal. Donc, gardez bien ceci à l'esprit
l'esprit, car ça fait partie de cet état de dépendance qui est pas toujours facile. Alors plus facile à voir chez le serf que chez le vassal, mais quand on creuse un peu, c'est exactement le même principe. Toutefois, au 8e siècle, le terme de vassal, donc le terme vassal comme on l'entend, va ne conserver, on va dire, que des personnes de rang supérieur, à mettre entre guillemets bien entendu, par rapport aux serfs qui sont dans une sorte de hiérarchie des dépendances. Alors, oui et non. Le serf, certes, cultive la terre, le vassal va être au-dessus du serf, parce qu'on peut avoir, les vassaux peuvent avoir aussi des serfs, ça peut tout aussi bien arriver, mais c'est, on va dire, un contraste relativement bénin, puisque quand on regarde la pyramide, si on devait faire une pyramide concrètement de la dépendance, vous avez le seigneur en haut, le vassaux en bas, qui dépendent du seigneur, et le serf qui peut dépendre aussi à la fois du vassal, mais aussi du seigneur. Donc, c'est quelque chose, on va dire, qu'il faut bien garder à l'esprit, même s'il y a une hiérarchie et le vassal se situe un peu au-dessus du serf, ça reste quand même un état de dépendance, qu'on le veuille ou pas. Avec les règnes de Charlemagne et de ses successeurs, donc carolingiens, les grands rois carolingiens, on retrouve des vassaux énormément dans l'entourage du roi. Donc ça va devenir des fidèles du roi, et ça reste quand même des personnes sous la dépendance, encore une fois, d'un puissant. Les vassaux, dans ce cadre-là, vont servir plutôt à consolider l'administration de l'empire, ou plutôt à faire en sorte que tout roule bien, et ces vassaux vont obtenir ce qu'on va appeler des bénéfices. Alors le bénéfice, ça va un petit peu être ce qui va se rapprocher du fief bien plus tard. Le bénéfice, en fait, on vous donne des terres et un certain nombre de droits en échange de votre fidélité. Autrement dit, puisque c'est le roi qui entretient encore une fois ses vassaux, on t'accorde des terres, on t'accorde un certain nombre de droits pour que tu puisses avoir des gens pour l'exploiter et compagnie, parce qu'on se doute bien que les vassaux ne vont pas l'entretenir eux-mêmes, mais en échange, tu nous es fidèle. Donc autrement dit, c'est un peu du donnant-donnant. Donc autrement dit, le vassal, encore une fois, est dépendant d'un puissant. Et là, ça va être de l'empereur. Je rappelle que Charlemagne était un empereur à proprement parler, même s'il ne faut pas entendre le mot empereur comme on pourrait l'entendre pour, par exemple, l'Empire byzantin. C'est totalement différent. C'est un empereur, on va dire, assez particulier. Toutefois, dans les vassaux qui vont se mettre au service justement des rois carolingiens, on va signaler quand même que certains grands du royaume, et les grands, on entend les puissants du royaume, donc par exemple des comtes, vont se mettre en vassalité vis-à-vis de l'empereur. Il va y avoir des petits seigneurs, entre guillemets, parce que le mot seigneur n'est peut-être pas le plus approprié, mais admettons, des petits seigneurs qui vont se mettre en vassalité auprès, on va dire, de l'empereur, dans le but peut-être aussi de pouvoir vivre correctement, dans le but de pouvoir avoir des terres, pour tout un tas de choses, mais ils sont dépendants. Et là, ce sont des grands du royaume, autrement dit, par exemple des comtes, des ducs ou ce genre de choses, qui vont se mettre en vassalité du roi. Autrement dit, si les plus petits vont se mettre au service d'un plus grand, les grands du royaume vont aussi se mettre en état de vassalité, donc en état de dépendance. Donc, autrement dit, ce qu'il faut en dégager un peu dans toute cette glaise, c'est que la vassalité, déjà, va commencer à se diffuser déjà dès l'époque carolingienne, mais va commencer à se diffuser d'une certaine manière. Donc, nous avons déjà des personnes qu'on peut considérer comme des vassaux, mais plus, on va dire, des personnes en armes, donc on peut dire des personnes, on va dire, qui sont capables de se battre, à qui on octroie des terres, dans un premier temps sous les rois francs, à qui on octroie un certain nombre de privilèges, un certain nombre de droits. Tout le système de vassalité, si on doit le résumer en plus de tout ce qui est forme de dépendance, c'est aussi un système beaucoup basé sur la fidélité. Énormément. Nous allons le voir quand on va aborder là de suite le système féodal. Fidélité est limite le cœur en fait de la vassalité. En plus de l'état de dépendance, je vais très lourdement insister sur cet état de dépendance car il est très peu mis en avant et justement c'est ce que je trouve extrêmement gênant car nous mettons en avant, et les historiens, même ceux qui étudient l'histoire de façon générale, mettent en avant la dépendance des serfs mais ne mettent pas en avant la dépendance des vassaux car les vassaux sont aussi dépendants, ils sont dépendants d'un seigneur. Sous le système féodal, ils sont aussi dépendants d'un roi, ils sont dépendants de quelqu'un de plus puissant qu'eux. Donc, comme je vous l'ai expliqué, les serfs peuvent être dépendants des vassaux, les vassaux sont dépendants du seigneur. Et dans un autre cas, les serfs sont aussi dépendants des seigneurs. Donc c'est un système pyramidal, si on veut, qui est un petit peu caduque, parce que au final, tout le monde est dépendant d'un seigneur. Et le seigneur, ça peut être les comtes, ça peut être l'empereur ou le roi, ça peut être n'importe qui de plus puissant qui
pour le vassal, dans un premier temps, va lui octroyer tout ce qu'il peut lui octroyer, et le serf, c'est pareil, le serf, lui, ça va être une terre, ça va être de quoi on va dire vivre, on va dire décemment entre guillemets, mais en contrepartie, il va y avoir un revers de médaille, c'est-à-dire que le serf n'aura pas une liberté de mouvement. Le serf par rapport au vassal, je vais très lourdement insister là-dessus, mais je veux que vraiment ça soit bien ancré dans les têtes, c'est que le vassal, en fait, va avoir une semi-liberté par rapport au serf. Le serf ne va pas être libre. Il doit demander autorisation pour se marier, pour que ses héritiers puissent avoir les biens. Il y a tout un tas de choses. Donc en fait, le serf est libre sans être libre. Et le vassal, c'est un peu la même chose. La seule différence, c'est que le vassal, s'il veut se marier, tout simplement, il demande l'autorisation à son seigneur et basta en fait. Il n'y a pas grand-chose en fait à demander de plus. Il y a une certaine liberté qui est beaucoup liberté. Alors on met le mot entre guillemets, bien entendu, chez le vassal que chez le serf. Donc je ferme la parenthèse là-dessus, mais je veux qu'il y ait bien cette idée en tête que servage et vassalité, ce sont des états de dépendance. Et dès leur origine, dès que cela est mis en place, le premier, le servage, est l'héritier en fait de l'esclavage antique d'une certaine manière. Et l'autre va plus se reposer sur une recherche de protection et une recherche de droit en fait par rapport au clientélisme dans un premier temps, puis ça va être les gens en armes, ça va concerner une catégorie de personnes qui vont se mettre au service de d'autres. Donc vraiment garder à l'esprit servage, état de dépendance, vassalité, état de dépendance ou de semi-dépendance. Mais vraiment de dépendance parce qu'ils dépendent de personnes autres qu'eux-mêmes. Avec le système féodal, la vassalité prend une toute autre forme. En effet, à partir du XIe siècle, l'hommage succède à la recommandation. L'hommage, par conséquent, apparaît dans les sources, mais pas de façon systématique, mais de façon plutôt très occasionnelle. La mention de ce dernier se fait surtout dans des contextes relativement particuliers et bien précis. En revanche, au XIIe siècle, donc au moment où vous avez toutes les croisades et tout ce qui s'ensuit, l'hommage devient de plus en plus fréquent, devenant presque un acte normal. Toutefois, malgré à cette période, il faut quand même le souligner, ce dernier n'est pas une nouveauté et il n'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc on pouvait tout aussi bien se mettre au service d'un seigneur sans pour autant prêter l'hommage. On peut tout aussi bien se l'imaginer. Dans les sources languedociennes, si on regarde un peu, ne serait-ce qu'au niveau des sources qu'on peut trouver, par exemple, l'hommage est présent dans les écrits de ces dernières. Donc on a des sources qui l'attestent, que l'hommage a été prêté entre tel seigneur et tel vassal. La cérémonie en elle-même de l'hommage se compose de plusieurs étapes. Si on devait, on va dire, prédécouper tout ça. On a en premier lieu la dédition de soi. Le vassal se présente tête nue, désarmé, et il se met à genoux devant son seigneur. À ce moment-là, le vassal, main jointe, les place dans celle de son seigneur et il manifeste une sorte d'abandon. Alors abandon peut-être pas, mais une sorte plutôt de confiance que ce dernier va accorder à son seigneur. En second lieu, on va assister à ce qu'on va qualifier comme étant un serment de fidélité. La notion de serment de fidélité ne date pas du temps de l'hommage, elle existait déjà bien avant et en dehors de la cérémonie de l'hommage. Les sources retrouvées, donc qui font mention justement de ce fameux serment de fidélité, sont des sources, on va dire, brutes, entre guillemets, des textes bruts, donc on peut supposer que ce sont des paroles qui ont été retranscrites par derrière. Toutefois, il n'y a pas vraiment de détails dans ces sources-là sur les différents aspects, sur s'il y avait des témoins. En fait, on a un écrit qui en fait mention, mais sans pour autant, on va dire, s'étaler. Donc, on peut s'imaginer, mais on peut difficilement quand même avoir une idée de comment ça pouvait se pratiquer, par exemple, d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre. Ça, on va le retrouver, par exemple, dans ces fameuses sources languedociennes ou aussi ailleurs. Entre le XIe et le XIIIe siècle, donc les périodes charnelles où vous avez notamment par exemple tout le contexte des croisades, on constate une forme d'évolution justement de ce fameux serment de fidélité. Dans les textes, on peut voir apparaître quelques particularités dans justement la forme des sources, donc la forme de comment le texte est rédigé. Au tout début du XIIe et du XIIIe, on va avoir dans le côté un peu stylistique des sources, quelque chose de beaucoup plus formel, avec une datation, avec la mention de témoins, etc. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est que le serment de fidélité, certes, il pouvait y en avoir des traces écrites, et petit à petit, quand on commençait à retranscrire ces fameux serments, avec ce qui a été dit, les témoins, les dates et compagnie, ça va prendre quelque chose de beaucoup plus
beaucoup plus formel, voire qui pourrait se rapprocher presque d'un texte de loi sans pourtant se rapprocher. Donc, on va dire la mise en page change et le contenu également va tendance à s'étoffer de plus en plus. Là où on va passer de sources qui sont, on va dire, vagues, où on n'a pas forcément peut-être trop de détails ou des détails où on peut difficilement peut-être se faire une idée du déroulement de la chose, là on va aller petit à petit au 12e, 13e vers quelque chose de beaucoup plus détaillé. Dans les sources languedociennes, et notamment dans les serments de fidélité qui ont été retrouvés justement dans ces fameuses sources, on peut y voir quelques mentions assez particulières, notamment la mention de dons de château à la place, on va dire, d'un fief de terre. Mais concrètement, dans ces serments de fidélité, on va retrouver également des choses qui pourraient être plus en rapport avec l'investiture, on peut voir comme l'investiture du fief, mais là, en fait, ça va vraiment concerner des biens dès ce moment-là. La question, on va dire, des châteaux, justement, dans les sources languedociennes, va être dans les clauses, on va dire, de ce fameux serment de fidélité. Et bien entendu, quand vous ne respectez pas un serment de fidélité, vous avez grande chance de vous faire confisquer les biens qui vous sont accordés, ce qui ne peut ne pas choquer. Au moment de la cérémonie de l'hommage, et donc on va dire de ce serment de fidélité, on peut s'imaginer le déroulement de ce fameux serment de fidélité, cela consiste pour le vassal à engager sa foi, alors sur les reliques ou sur les livres saints. Alors ce caractère un petit peu religieux va venir bien plus tard, parce qu'à la base le serment de fidélité est un serment teinté de laïcat, mais l'Église, pour rendre quelque chose de beaucoup plus sacré, de beaucoup plus, on va dire, religieux, va vouloir également à ce que les vassaux prêtent également serment sur les Saintes Écritures. En France et en Angleterre, si on devait signaler une petite particularité par rapport au serment de fidélité, ce fameux serment se conclut par un baiser de paix ou d'amitié entre les deux hommes. Donc, un baiser de paix, ça veut dire ce que ça veut dire, on va pas rentrer dans les détails, mais concrètement, c'est comme ça qu'en Angleterre et en France, on avait tendance à sceller ce fameux serment de fidélité. Et enfin, en troisième et dernier temps, cette fameuse cérémonie de l'hommage va se conclure avec l'investiture d'un fief ou, dans certains cas, d'un château. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, la question du château, ça va surtout être en Languedoc, mais on peut s'imaginer que ça pouvait être aussi ailleurs. Mais c'est dans le Languedoc, on peut également s'imaginer que cela pouvait être le cas. Toutefois, dans ce petit contexte, l'aristocratie tient à distinguer deux types de fiefs qu'on va accorder au vassal. Il va y avoir les fiefs dits honorables, et je mets les mots entre guillemets, et le fief dit paysan. Et d'un autre côté, l'hommage des grands, donc l'hommage qui sera accordé aux grands du royaume, et l'hommage qui va être beaucoup plus servile. Alors c'est deux choses, on va dire, très différentes, avec des petites différences qui sont relativement minimes. Mais voilà, il faut quand même le savoir qu'il y a quelques petites nuances en fait dans l'hommage. Par rapport justement à l'hommage des grands, cela va concerner surtout, comme je vous disais, les seigneurs. Et dans le second, ça va plutôt concerner tout ce qui est en lien avec les leudes ou, dans certains cas, la reprise des fiefs, par exemple. Donc, tout ce qui est en rapport avec la terre. Qu'on soit très bien d'accord. Donc, la terre, servile, on sait très bien un peu derrière ce que ça signifie. Avec l'attribution du fief fait au vassal, ce dernier devient un feudataire. Donc, il peut tout aussi bien percevoir, on va dire, les redevances qui vont être en lien avec son fief. L'attribution du fief comme du château est accordée par le seigneur, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Au moment de la concession du fief, on procède à une espèce d'acte symbolique. Et là, ça va être surtout au moment de la cérémonie de l'hommage. Et cet acte symbolique va être caractérisé plutôt par la remise d'un objet ou de quelque chose qui va dire, voilà, ça représente le fief. Ça va être un étendard, ça va être une motte de terre, ça va être tout un tas de choses. Quelque chose, on va dire, qui n'est pas un objet, on va dire, précieux ou à proprement parler. Toutefois, même si dans quelques cas, on peut retrouver des sources sur ces événements, et ça, bien avoir ça en tête, ce sont des faits rarement consignés, juste
par écrit avant le XIIIe siècle. Donc, même s'il existe des sources, là j'ai cité les sources dans languedocienne pour vous expliquer un petit peu, je l'ai fait volontairement pour que vous puissiez un peu avoir une petite idée, parce que c'est très abstrait en vrai comme concept, et ça je le conçois. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'on pourrait trouver dans certaines régions par rapport aux sources. Mais toujours est-il que si vous en trouvez en Languedoc, ce n'est peut-être pas le cas ailleurs, et donc il faut rester très prudent quand vous recherchez des sources, et notamment avant le XIIIe. Par ailleurs, il faut aussi avoir bien en tête que le terme de fief n'est pas un terme, on va dire, qu'on va retrouver d'entrée de jeu. C'est un terme qui d'abord apparaît dans l'ouest de l'Allemagne, donc qui n'est pas du tout, on va dire, du royaume de France, et il va se répandre plutôt vers la fin du XIe, sans pour autant, on va dire, être employé tel qu'on pourrait l'employer maintenant, et sans plus de précision. Ça va surtout être un terme qu'on va utiliser, que les juristes vont utiliser, ou certains historiens, mais ce n'est pas forcément un terme d'époque, on va dire, à proprement parler. Donc il faut bien comprendre une chose avec la cérémonie de l'hommage, c'est que la cérémonie de l'hommage, c'est où le moment en fait où le vassal va placer sa confiance et même, on va dire, abandonner sa liberté pour se mettre au service du Seigneur. Donc c'est totalement une forme de dépendance, que nous le voulions ou pas, c'en est une. Et surtout, le vassal, quand le Seigneur va vouloir partir en croisade, par exemple, parce que 11e, 13e, c'est le moment où on part en croisade, ben le vassal va être obligé lui aussi de partir en croisade, qu'il en ait envie ou pas. Donc il faut bien avoir en tête que la vassalité, même si on n'en a pas toujours conscience, c'est quand même un cas de dépendance. C'est une dépendance d'un vassal vers un seigneur. La cérémonie de l'hommage prend un caractère solennel dans le sens où le vassal va se mettre à son service, il promet fidélité, on lui accorde un fief, ou un château si on est en Languedoc ou ailleurs. On va lui accorder un certain nombre de choses, mais en contrepartie, on va lui demander aussi quelque chose en retour. Toutefois, il y a quand même, on va dire, un petit couac dans l'histoire. Toutefois, même si en théorie le vassal est censé être fidèle à un seul seigneur, lui être reconnaissant pour tout ça, pour tout ce qu'il lui donne, la réalité est quand même assez différente. En effet, pour des raisons diverses et variées, pour des jeux politiques, pour l'appât du gain, pour le multiplier par exemple les fiefs pour avoir un peu plus de richesse, certains vassaux ne vont pas hésiter à multiplier les hommages, même si la réserve seigneuriale prévoit que le vassal, on va dire, qui va s'adonner à ce genre d'activité, que le seigneur à qui il a prêté serment en premier soit, on va dire, privilégié par rapport aux autres. Mais ça c'est la théorie. Dans la pratique, c'est pas forcément toujours le cas. On va essayer d'enrayer un petit peu ce phénomène de multiplication des hommages, et pour rendre, on va dire, les vassals un peu plus fidèles que ce qu'ils ont, les seigneurs vont essayer de mettre en place ce qu'on va appeler l'hommage-lige. L'hommage-lige, c'est quoi? C'est faire prêter un serment, entre guillemets, au vassal dans le but que celui soit prioritaire aux autres. C'est ce que je vous ai dit par rapport à la réserve seigneuriale et par rapport à tout ça. Toutefois, les vassaux félons, vous vous doutez bien que ils vont prêter, ils vont dire oui, je te suis fidèle et tout, mais ils ont les croix derrière le dos, genre à dire, à cause de toujours tu m'intéresses, moi je me mets à celui qui me paie le mieux. L'hommage-lige va avoir pour but d'enrayer justement ce fameux façon de faire qui est mon vassal va se mettre au service à celui qui va le payer le plus et moi je vais partir les mains dans les poches. Mais cette tentative d'instauration de l'hommage-lige va pas être, on va dire, un très très grand succès. Mais dans une autre mesure, si le seigneur n'est pas du tout disposé en fait à pardonner à son vassal ou que celui-ci en a marre que son vassal se fasse tourner en rond, il peut tout aussi bien le punir. Et cette punition passe par la confiscation de son fief. Donc autrement dit, le vassal qui va s'amuser à aller prêter serment à droite et à gauche pour obtenir plus de richesse, plus de prestige ou autre, a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, dans le sens où si un seigneur décide de lui confisquer son fief, c'est pas forcément très bon pour lui, surtout que le fief est ce qui fait que le vassal peut vivre. Alors s'il en a plusieurs, c'est peut-être pas très gênant, mais s'il en a pas plusieurs, nous pouvons très bien nous imaginer que ça ne pouvait peut-être pas être dans son intérêt. Avec l'hommage, le vassal doit une certaine, on va dire, contrepartie à son seigneur. Et ces contreparties, ça va se qualifier sous forme d'aide.
aide militaire, aide judiciaire ou aide matérielle. L'aide militaire, ça va être notamment le service de l'ost ou des services d'escorte. Ou ça va être également un petit peu plus tard quand il va y avoir les croisades. L'aide judiciaire, c'est tout simplement que le vassal, quand son seigneur doit rendre la justice pour des raisons X ou Y, et ce dernier doit l'assister. Il doit juger aux côtés de son seigneur, on va dire les cas de délits, on va dire des délits mineurs, des tout petits délits. Comme des délits mineurs, pourquoi ? Parce que le seigneur n'exerce qu'une fonction de basse justice. Si ce dernier a des fonctions de haute justice, c'est totalement différent. Et quand bien même, dans tous les cas de figure, le vassal doit se conforter aux décisions qui sont prises par son seigneur, quoi qu'il en pense. Et par rapport à la haute justice, alors si d'un côté ça va être juste peut-être des amendes ou ce genre de choses pour la basse justice ou peut-être des châtiments, on va dire un peu plus soft, pour la haute justice par contre c'est beaucoup plus embêtant parce que ça peut être la prison, ça peut être le gibet ou ça peut être le pilori. Dans les trois cas, en prison vous mourrez, vous y restez probablement à vie, et dans les deux autres cas vous pouvez mourir. Quelque part le vassal, quoi qu'il pensait, il n'avait pas forcément probablement son mot à dire, ou très peu, on peut s'imaginer que ça pouvait très peu se faire. Concernant par exemple l'aide matérielle, cette aide matérielle en fait va se traduire par le fait que même si le vassal possède un fief ou un bien ou un château, peu importe, le seigneur peut toutefois en disposer s'il le souhaite, notamment dans certains cas. Ça c'est la théorie. La pratique fait que cette aide matérielle va se cantonner à quelques cas de figure bien précis, à savoir par exemple la rançon du seigneur s'il est fait prisonnier. Par exemple, votre seigneur est fait prisonnier lors des croisades, on vous demande une rançon astronomique, les vassaux sont obligés de se débrouiller pour l'avoir. L'adoubement des fils aînés de ces vassaux, tout un tas de choses. Et ça va être pareil par rapport au départ en croisade. Tout ça, c'est vraiment l'aide matérielle. Mais la croisade, ça va se situer aussi dans le cas du militaire, parce que vous vous y doutez bien qu'un vassal peut part en croisade avec son seigneur. Le vassal a aussi d'autres attributions. Hormis cela, il doit également assister au conseil, ou du moins il doit le conseil à son seigneur, c'est ce qu'on va appeler le concilium. Ça va consister surtout à participer aux assemblées que le seigneur demande, alors ça va être pour rendre la justice ou pour autre chose, mais la justice ce sera plutôt de l'ordre de l'auxilium. Donc le vassal en fait assiste à l'administration du domaine, par un tout un tas d'autres choses, il assiste à la justice, mais on peut supposer que son rôle est quand même relativement limité, on peut tout aussi bien le supposer. En contrepartie, on va dire, de toute cette aide que le vassal en fait accorde à son seigneur, parce que c'est encore une fois un cas de dépendance, le seigneur en contrepartie a bien conscience qu'il doit donner aussi un petit peu de sa personne, et je dis ça avec des gros guillemets, à savoir que lui doit aussi protéger son vassal si jamais il est embêté, et il doit l'aider militairement contre ses ennemis s'il y a. Donc il a un rôle plus de protecteur qu'autre chose. Alors vous allez me dire, on peut se dire c'est totalement normal, c'est vrai, mais encore une fois, le vassal donne énormément de sa personne plus que le seigneur. Je dis pas que c'est assez déséquilibré, mais ça l'est quand même tout autant, parce que le vassal, il doit tout à son seigneur. Il lui doit tout, il lui doit son fief, donc ça veut dire ses rendements, son train de vie, tout ceci. Il lui doit son rang, il lui doit tout un tas de choses. Donc en fait, le vassal, sans le seigneur, n'est pas grand-chose en fait. Donc c'est là que le lien de dépendance se crée. Donc il faut bien avoir ça en tête, que c'est un cas de dépendance quand même qui n'est pas toujours mis en avant. Ça, j'ai très lourdement insisté là-dessus, mais il faut bien l'avoir en tête quand on parle de vassalité, car c'est oui, le vassal aide son seigneur en apparence, c'est un peu une espèce de donnant-donnant, mais il faut pas oublier aussi que le vassal n'est pas grand-chose sans son seigneur. Donc, gardez bien ça en tête quand vous pensez à vassalité, et surtout quand vous lisez des ouvrages d'historiens qui parlent de la vassalité, allez au-delà aussi de ce qu'on vous dit, et essayez de voir aussi la connotation de dépendance derrière, parce que chez certains historiens, elle ressort plus que d'autres. Concernant le fief, puisque le fief en fait est au centre un peu de ce système nommage, mais le fief va être principalement un bien foncier, ça on s'en doute, mais dans certains cas,
les vassaux ne sont pas fiefés, ça peut arriver. Et quand ils ne sont pas fiefés, qu'est-ce qui se passe? C'est le seigneur qui les entretient au sein de sa propre maison. Donc, on renforce encore plus ce système de dépendance qui fait que le vassal vit carrément avec son seigneur, il n'a pas de bien à lui, il n'a pas, on va dire, son propre chez lui, entre guillemets, il vit avec le seigneur, donc il est totalement dépendant du seigneur, et donc, il n'a pas trop de moyens d'échappatoire. Et quand ils sont fiefés, alors vous avez le bien foncier, mais il y a aussi d'autres petites choses qui peuvent être en dehors du fief, c'est la percevance de redevances, de dîmes, ce genre de choses. Donc le fief va accorder au vassal une certaine indépendance financière, entre guillemets, mais il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes, parce que le seigneur, si le vassal est félon, si celui-ci ne lui va pas, s'il y a le quelconque problème ou qu'il y a un quelconque désaccord, le fief peut sauter et le vassal peut se retrouver sans rien. Donc, en fait, la carotte, ce qu'il faut bien comprendre, et je vais employer des mots peut-être un petit peu maladroits, mais la carotte du vassal, c'est le fief. Et sans ce fief, le vassal ne vit pas. Ou alors, il va rentrer dans une totale dépendance du seigneur, à vivre avec lui. Et ça, c'est pas forcément ce que tout le monde en vit. Alors oui, t'es logé, blanchi, tu n'as pas à défendre quoi que ce soit, mais en contrepartie, tu perds une forme de liberté qui est quand même pas négligeable. En conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que nous venons de voir les caractéristiques de la dépendance dans le cadre de la vassalité, mais cet état de vassalité au fil du temps, déjà va s'enraciner déjà dans la société médiévale, on va dire entre le 11e et le 13e, mais à partir du 13e, les liens de vassalité vont commencer petit à petit à s'affaiblir, et cet affaiblissement va se faire ressentir vers la fin aussi du Moyen-Âge, parce que les hommages sont récoltés entre guillemets par les agents du roi, c'est-à-dire les baillis et les sénéchaussées. Donc, autrement dit, les seigneurs vont commencer à perdre petit à petit justement cette influence qu'ils ont sur leurs vassaux, et les vassaux vont devenir des vassaux du pouvoir royal qui commence petit à petit à récupérer certaines prérogatives à ce moment-là, prérogatives qu'ils avaient perdues à la fin de l'époque carolingienne. Je le resitue, mais c'est important de le savoir. Et au fil du temps, c'est-à-dire avec la fin de l'époque médiévale, l'époque moderne et tout ça, jusqu'à, on va dire, la Révolution, l'hommage est toujours prêté, est toujours présent, mais on peut s'imaginer très clairement que vu que les seigneurs n'ont plus le monopole de l'hommage, comme c'était le cas entre le 11e et le 13e, l'hommage s'est probablement vidé de toute sa substance et de tout son sens, et donc c'est un hommage qui n'est pas forcément, on va dire, aussi imposant dans le temps imposant que au tout début. L'hommage va persister jusqu'au 18e, car on sait très bien qu'à la Révolution, les droits seigneuriaux sautent, et ça, on va le retrouver dans les cahiers de doléances de 1789 par rapport à cela. Donc, ce qu'il faut comprendre vraiment du cas de vassalité, et je l'ai répété tout au long de l'épisode, mais je veux que ça soit bien compris, c'est que la vassalité, même si on n'y met pas forcément l'accent dessus, c'est un cas de dépendance, parce que vous avez des hommes en armes qui rentrent en dépendance, qui rentrent, on va dire, au service de seigneurs et à qui ils doivent tout. On l'a vu pour le serf doit sa terre, doit tout aussi au seigneur, parce qu'il met en valeur, quand c'est faire valoir la terre du seigneur, il lui permet de manger, mais encore une fois, il doit tout à une tierce personne, et le vassal, c'est un peu la même chose. C'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant quand on étudie la vassalité à l'université ou ailleurs, mais malheureusement, quand on creuse vraiment un petit peu, c'est un cas de dépendance qui est très marqué, et qui est un cas de dépendance qui est sur un donnant-donnant un peu caduc. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du servage, mais à l'époque médiévale. Le servage est considéré comme l'esclavage version médiévale, version Moyen-Âge. En effet, au Moyen-Âge, le servage caractérise une situation de dépendance d'une personne, notamment dans le système de la société féodale, de l'époque, vis-à-vis d'un seigneur. Le serf a pour fonction principale de mettre en avant la terre du seigneur duquel il dépend. Le servage n'est pas forcément un statut fixe avec des lois fixes. Il va connaître au fil des siècles, et notamment dans une période entre le XIIe et le XVe siècle, des modifications, des mouvances.
La frontière entre esclavage et servage est assez minime durant les premiers siècles du Moyen-Âge, car les deux notions ont tendance à flirter l'une avec l'autre. En effet, les premiers temps du Moyen-Âge, en fait, sont encore extrêmement teintés d'héritage antique et il n'est pas toujours facile, en fait, de faire la distinction entre le serf et l'esclave. Les travaux de Marc Bloch mettent en lumière dans un premier temps justement ces questionnements autour du servage, la distinction autour des différentes notions autour du servage. Enfin, ça pose, on va dire, un certain nombre de bases au niveau justement de cette question. Mais malheureusement, il faut attendre la thèse de Georges Duby pour avoir des travaux beaucoup plus complets et beaucoup plus poussés, voire certains historiens vont trouver que les travaux de Bloch sont peut-être trop carrés, peut-être pas assez poussés et malheureusement qui datent quand même légèrement. Donc au niveau de l'historiographie, il faut partir du principe que les travaux de Bloch, parce que je rappelle que Marc Bloch avait écrit La société féodale, donc on n'échappe pas forcément à la question du servage quand on étudie la société féodale, mais après, il y a eu Georges Duby qui a également écrit un ouvrage sur justement le servage. Donc en fait, c'est tout en fait un questionnement qui va se poser autour de cette question, étant donné que quand on aborde la société féodale, le servage fait quand même partie de ce système. Durant la période antique, l'esclave est la propriété du chef de famille. En latin, on va appeler ça le pater familias, mais ça ne se retrouve pas forcément que chez les Romains. On va également le retrouver chez les Grecs, ce genre de choses. Au même titre, on va dire, et notamment ça se verra chez les Grecs, mais au même titre que les femmes, les enfants et les vieillards et les étrangers, les esclaves ne sont pas considérés comme des citoyens. Ils sont considérés un peu comme des non-citoyens, comme des personnes n'ayant pas, on va dire, beaucoup de droits. L'esclave est la propriété de son maître. Il peut en disposer comme il entend. Après, il y a quand même quelques nuances à mettre, même si le maître, on va dire le pater familias ou le chef de famille, appelons ça comme on veut, a, on va dire, un certain nombre d'obligations, a un certain nombre de droits sur son esclave, il ne faut pas quand même pousser, mais ça reste quand même une question qui est assez délicate. Toutefois, il est malgré tout considéré comme un membre de la famille, étant donné que pendant la période antique, les esclaves vivent, on va dire, dans la même maison que la famille, on va dire le chef de famille et sa femme et ses enfants. Il est considéré comme un membre de la famille. Il travaille dans la maison, il contribue plus ou moins à aider l'épouse, et quand il détient un savoir particulier, il devient le précepteur des enfants justement du maître. Maître à maître avec des très gros guillemets. Donc ces esclaves, malgré qu'en fait ça peut être un peu de tout, ça peut être des esclaves pour prisonniers de guerre, ça peut être des esclaves qui sont devenus, enfin des personnes qui sont devenues esclaves pour cause de dette, ça n'empêche pas que certains ont un savoir particulier et vont former les enfants du maître de maison, et certains esclaves en fait vont former quand même des grands noms par rapport justement au savoir qu'ils détiennent. Par rapport à l'esclavage pour cause de dette, l'histoire veut que en fait une personne extrêmement endettée va se mettre au service d'un propriétaire ou d'un maître de maison pour pouvoir, il va être donc esclave de cette personne pour pouvoir régler ses dettes. Donc, il y a plusieurs formes d'esclaves, mais cela en fait partie. À l'époque romaine, l'esclavage s'inscrit dans l'économie que l'on appelle le latifundium, ce qui représente en fait les grands domaines agricoles, mais plutôt les grands domaines agricoles privés. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il existe énormément de facteurs qui peuvent amener à l'esclavage, comme par exemple les guerres ou ce genre de choses. Il faut bien comprendre que les sociétés antiques, que ce soit les sociétés grecques ou les sociétés romaines, sont des sociétés profondément esclavagistes. Les esclaves sont à la fois en ville, mais aussi à la campagne. On trouve au sein de ces sociétés également différents statuts juridiques au sein de la population. Donc on va retrouver bien sûr les esclaves qui est notre sujet, mais on va retrouver les libres, les personnes en fait libres, mais les affranchis. Les affranchis, nous allons le voir, ce sont les esclaves qui ont pu racheter leur liberté afin de pouvoir vivre un peu plus décemment. Toutefois, dans le système du latifundium, les esclaves ne sont pas les seuls à travailler sur les terres, dans les domaines agricoles, mais aussi à effectuer les gros travaux.
On retrouve aussi les petits propriétaires, les ilotes, par exemple, qui exploitent également la terre à l'époque de la Grèce archaïque jusqu'au Bas Empire. Au Bas Empire, on va entendre Bas Empire romain. La culture antique est extrêmement teintée d'esclavagisme. On vient de le voir juste à l'instant. Cela se retrouve également dans les coutumes, dans les lois qui régissent de base, on va dire, une société, ces lois qui sont pas forcément écrites mais qui sont ancrées dans les mentalités, mais également dans le droit écrit. Donc l'esclavage, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors il ne faut pas caricaturer bien évidemment, toutes ces sociétés n'ont pas un fondement esclavagiste, mais l'esclavage fait partie de la culture, fait partie des normes, fait partie des mœurs, et on va dire que ça ne choque personne à cette époque-là. Donc l'esclavage est quand même se retrouve quand même dans des textes de loi, dans des sources écrites, et donc on ne peut pas, on va dire, le nier, et on voit qu'un certain nombre de droits est posé. Il faut également souligner la présence également de travailleurs forcés. Alors, travailleurs forcés et esclaves, c'est totalement différent. C'est totalement différent, oui et non. Ils peuvent être également en état d'esclavagisme, mais il y a quand même quelques petites différences, mais elles sont pas très nombreuses. Ces derniers, par contre, et c'est là que va peut-être plus se situer ces différences, peuvent être battus, humiliés, tout ce que vous voulez, mais à la différence des esclaves, ils ne peuvent pas être vendus et ils ne peuvent pas transmettre leurs conditions. L'esclave, à l'époque, on va dire antique, était esclave, on va dire, de parents à enfants. Autrement dit, toutes générations confondues pouvaient être des esclaves. Il pouvait y avoir plusieurs générations d'esclaves. Le travailleur forcé va en fait garder sa condition, mais il ne va pas la donner à ses enfants ou il ne va pas la transmettre. Ce sera peut-être, à vrai dire, la seule différence qu'on peut noter par rapport à cela. Dans le système patriarcal des sociétés antiques, nous parlons bien toujours des sociétés antiques, et là ce sera plutôt valable pour les sociétés plutôt romaines, le pater familias a une place, on va dire, majeure au sein de la société. Alors ça va se retrouver chez les Romains, mais il faut savoir que Romains et Grecs en fait fonctionnent à peu près de la même manière, c'est exactement les mêmes fonctionnements, c'est-à-dire que ce sont les pères de famille, ce sont les hommes qui régissent la société, et tout ce qui est, on va dire, considéré comme des mineurs, c'est-à-dire les femmes, les enfants et les esclaves, sont considérés comme des mineurs. Ils n'ont pas, on va dire, une grande place essentielle. Et les esclaves, justement, sont considérés comme des mineurs. Donc, ils n'ont pas de réelle place dans les sociétés, que ce soit chez les Grecs, mais aussi chez les Romains. Toutefois, ce fameux pater familias a quand même une obligation, et ça va se retrouver chez les Grecs et chez les Romains, qui est de donner le gîte et le couvert à son esclave. C'est ce que je vous ai déjà expliqué. L'esclave vit à l'intérieur de la maison, il vit avec la famille, il est commandé par le père de famille, pater familias, donc le père de famille, et ce dernier a l'obligation de le loger, de le nourrir, parce que, bien évidemment, il faut bien comprendre qu'un esclave qui n'est pas logé, qui n'est pas nourri, ne peut pas travailler, bien entendu. Les premiers siècles du Moyen-Âge sont encore extrêmement teintés de cet héritage antique, surtout les premiers siècles du Haut Moyen-Âge et de plutôt entre Antiquité tardive et au Moyen-Âge, mais très peu. Cela se retrouve déjà dans un premier temps dans les termes utilisés pour qualifier les serfs. Donc, il faut savoir une petite chose avant que je continue, c'est que esclaves et serfs ont, comme je vous l'ai déjà dit, ont une difficulté un peu à être distingués. Le serf va se distinguer petit à petit au fil des siècles, mais à l'époque, on va dire, de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, il n'y a pas forcément trop de différence. Mais là, on va vraiment parler pour le coup des qualificatifs du serf qui ne se distinguent pas trop on va dire, du terme esclave. Durant les époques mérovingiennes et carolingiennes, donc le Haut Moyen-Âge, le terme servius, en latin, désigne l'esclave. Si vous avez déjà fait un peu de latin, servius veut dire esclave, mais c'est aussi la racine qui va servir au mot serf, ou servage si vous préférez. Ce terme garde son sens primaire non seulement à ces époques-là, mais aussi tout au long du Moyen-Âge. Donc, même si on va chercher à donner un sens différent, il n'en restera pas moins que la racine initiale sera quand même toujours, on va dire, dans les mémoires. Entre le 9e et le XIIIe siècle, on assiste à des changements de désignation de servius qui va ensuite désigner les serfs. C'est ce que je vous expliquais. On va essayer de donner un autre sens à ce mot, mais ça restera toujours le terme esclave initialement. Cela va désigner, et c'est un petit peu, on va dire, un peu ambigu, des personnes dans un état de dépendance personnelle, contrainte ou pas, et qui sont considérées ou pas comme des esclaves. Donc, vous allez me dire, mais attends,
Est-ce que c'est pas un peu la même chose? Aux yeux, on va dire, des lois médiévales de l'époque, non. Un esclave va être, on va dire, une sorte je vais pas dire de domestique, mais ça va être, on va dire, un être qui ne sera pas considéré comme un peu comme un être humain. Le serf va récupérer on va dire, une espèce de sens d'être humain, mais dans une dépendance. En fait, il faut bien comprendre une chose quand on traite du servage, c'est que les deux notions, et ça je vais le répéter durant toute cette partie, c'est que les deux notions flirtent l'une avec l'autre. Il peut y avoir des difficultés à distinguer l'un et l'autre. Par ailleurs, on peut constater que d'autres termes vont désigner également les serfs, que ce soit en latin, mais aussi en langue vulgaire, en langue parlée. Alors les langues vulgaires, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers de ce que ça peut être, ça va être les langues d'oc, donc les langues du sud, et les langues d'oïl, qui vont être les langues plus vers du nord, le nord de la France. Ça sera cela, les langues vulgaires. En langue vulgaire, on va qualifier les serfs de vilains, par exemple, de vilains ou d'autres attributs. Et en latin, vous allez pouvoir retrouver homines proprii. Vous allez retrouver les deux sens. C'est deux exemples parmi tant d'autres, le premier en langue vulgaire, l'autre en latin, mais partez du principe que ça désigne les serfs, ça désigne le servage, ça désigne justement ces personnes qui sont sous une dépendance, mais qu'on ne veut pas forcément dire qu'ils sont sous dépendance. Avec la christianisation, on essaie de redonner leur place, donc là on va parler des esclaves, on essaie de redonner leur place à ces personnes en tant qu'êtres humains, mais sans pour autant leur rendre leur liberté. Donc, on va donner une espèce de semi-liberté au serf, c'est-à-dire que, à la différence de l'esclave, c'est que on va le traiter différemment, même si ça ne signifie pas une liberté totale. Je rappelle que l'esclave et le serf n'ont pas, on va dire, jusqu'à leur affranchissement, ne sont pas des personnes libres. Le traitement sera différent, bien sûr. L'un est déshumanisé, l'autre est à nouveau humanisé, entre guillemets. Et il faut mettre les deux notions, entre guillemets, je le précise. Le traitement sera très différent, la façon de faire sera très différente, les droits seront très différents, mais ça n'empêchera rien que ce seront des personnes sous une forme de dépendance. Donc, la notion de servage, je le conçois, est quand même une notion très particulière, mais à partir du moment où on a ces notions-là en tête, on arrive à démêler un peu le sac de nœuds qu'est le servage. Bon, par rapport à la christianisation, en effet, entre la fin de l'Antiquité, donc Antiquité tardive et les premiers siècles du Moyen-Âge, l'Église va tenter de combattre l'esclavage au sens antique du terme, notamment en devenant des grands propriétaires terriens. Il va y avoir des monastères, des églises qui vont avoir des terres, enfin des gens du clergé qui vont avoir des terres, et où on va trouver des serfs. Donc, ils vont, on va dire, essayer de faire en sorte d'être eux-mêmes propriétaires terriens avec justement des personnes sur ces terres pour pouvoir les traiter plus ou moins différemment. Le but de cette manœuvre est d'amener une forme de stabilité, notamment au niveau des droits, par rapport au mariage et à l'héritage. On verra plus tard que cette question de mariage et d'héritage est quand même relativement assez particulière. Tout cela s'inscrit en fait dans une forme de domination, mais qui se veut une domination beaucoup plus douce et beaucoup moins dure que ce qu'on a pu voir au niveau de la période antique. Il n'y a pas d'interdiction canonique empêchant l'affranchissement, mais avec l'époque, parce qu'en effet, à l'époque des Mérovingiens, il y a de nombreux affranchissements qui seront accordés par l'Église et par beaucoup de monastères. Donc, l'Église, en voulant, dans les premiers siècles du Moyen-Âge, en voulant combattre l'esclavage, vont accorder autant que possible et autant que cela sera nécessaire, l'affranchissement de ces esclaves. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'affranchissement est extrêmement cher. Donc, ça veut dire qu'il faut payer la dette que doit l'esclave à pater familias pour que celui-ci soit affranchi. Donc, on ne peut pas affranchir tout le monde. Il faut bien comprendre que ces affranchissements, même si ça part d'une bonne intention, on ne peut pas le faire, on va dire, entièrement. Il y aura toujours des serfs qui seront sous domination. Bon, là, c'est domination de l'Église, mais il y aura toujours des serfs sous domination, et nous le verrons après sur la partie qui traitera de la société féodale. Il y aura toujours en fait des serfs qui seront sous domination seigneuriale également. Donc, l'affranchissement dans un premier temps
va permettre au fait que l'esclavage antique soit un peu mis à mal, soit totalement réduit, et cela va se voir surtout dans les premiers siècles, c'est-à-dire vers le 4e siècle, l'esclavage va commencer fortement à diminuer, mais le problème, c'est que cet esclavage va continuer à progresser parce que il y aura les invasions qui vont se faire à certains moments du Haut Moyen-Âge, il y aura des invasions qui vont être créées et un retour de cette forme d'esclavage. Donc en fait, ça sera pas un éternel recommencement, mais ce sera un éternel retour où où les esclaves qui sont là, il va falloir essayer de les affranchir ou du moins les prendre avec nous pour qu'ils ne soient pas traités de façon mal. Il y aura quand même un certain casse-tête au niveau de l'esclavage et du servage après, mais concrètement, il faut bien comprendre que les premiers siècles de l'époque médiévale, ce sont des siècles un peu de transition entre l'esclavage antique et le servage médiéval. Il faut les voir, en tout cas, c'est comme ça que moi, au fil des recherches que j'ai effectuées, moi je les vois comme des formes de siècles de transition. Transition à la fois au niveau du statut, au niveau de la façon dont ils sont perçus et traités, et bien plus tard au niveau des droits. Mais il faut les voir comme un peu des siècles de transition où on tâtonne, où on essaie des choses, où on veut faire telle ou telle chose, mais on peut pas, donc on essaie de modeler. Il faut les voir comme des formes de siècles qui sont encore très teintés, d'héritage antique, mais qui essaient petit à petit, on va dire, de s'en éloigner et de faire quelque chose d'autre. Le droit commun règle un certain nombre de choses, notamment d'un point de vue juridique, mais les affranchissements accordés par l'Église sont moins touchés, car la protection et la sécurité de ces serfs, donc des serfs que l'Église a pris sous son aile, sont beaucoup plus grandes. Au moment des différentes invasions, au cours surtout des premiers siècles du Moyen-Âge, donc fin d'époque tardive, fin antiquité tardive et on va dire début Moyen-Âge, l'Église tente malgré tout de sauver le servage au sens où, comme je vous l'ai déjà dit, le servage est un peu une espèce de transition entre l'esclavage et le servage médiéval. Certains médiévistes soulignent par contre le caractère romain du servage, au sens où les premières traces au niveau des lois se situent principalement dans le droit romain. Par ailleurs, le droit romain est encore fortement présent à ce moment-là. Prenons bien entendu, les premiers siècles du Moyen-Âge sont encore très teintés de ces notions de droit romain qui, on va dire, encore fortement présent. En effet, cela va se voir surtout à l'époque carolingienne. On peut souligner une distinction faite entre, par exemple, le droit romain par rapport aux esclaves sur les terres, on va dire, des laïcs. Au Xe siècle, les réformes de Charlemagne profitent indirectement aux serfs, aux serviles, aux serfs, mais on va dire, ce n'est pas forcément la chose la plus connue en soi. On peut donc dire que la condition servile s'améliore de façon relativement indirecte, notamment justement avec cette fameuse réforme. Il est préservé, parlant justement du serf, de toute augmentation de leurs obligations, mais aussi de leurs charges. Leurs obligations, on va le voir tout à l'heure avec les conditions, ça va surtout se situer au niveau des redevances, au niveau des corvées, etc. Par ailleurs, la renaissance littéraire, qui toujours sous Charlemagne, influe également sur l'émancipation des serfs. On peut par exemple souligner que un enseignement de base est dispensé aux enfants, mais aussi aux adultes chez les serfs. Les fils de ces derniers peuvent aller fréquenter les écoles épiscopales, paroissiales et monastiques. On verra bien plus tard en fait les différents enseignements qu'on dispensait au Moyen-Âge, mais pour l'instant ce n'est pas le sujet. Même s'il y a des avantages et des inconvénients justement à cette situation, beaucoup de familles serviles parviennent quand même à s'élever entre guillemets, et à acquérir petit à petit leur liberté. Donc, à côté de l'Église, la société féodale s'articule aussi autour de ces notions d'esclavage et de servage, mais surtout de servage. En effet, dans les sources, on peut constater des rapports maître-esclave ou serf-esclave. Tout va dépendre où est-ce qu'on va se situer, bien entendu. En effet, l'époque carolingienne, donc l'époque du Haut Moyen-Âge, on assiste à un bouleversement de la notion de l'esclave antique et on va aller à ce moment-là vers le serf médiéval avec l'attribution notamment de lopin de terre
à exploiter pour le compte d'un seigneur. Et là, vous allez me dire, mais en fait, c'est complètement le bazar dans cette histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, l'esclave antique travaille à l'intérieur de la maison de ce qu'on va appeler le pater familias. Je me répète, mais je veux quand même que bien les choses soient posées. Il travaille à l'intérieur de la maison. Il travaille, on va dire, il n'a pas un habitat à lui, si je peux dire ça comme ça. Il habite avec ses maîtres, et je mets les mots maîtres entre guillemets. Le serf va avoir son propre logement, va avoir ses propres terres, avec une petite nuance, c'est que le serf, les terres qu'il va cultiver, qu'il va mettre en avant, vont servir certes à le nourrir à lui, mais avant tout à nourrir son seigneur et à contribuer à son enrichissement, à sa mise en valeur. Et c'est un petit peu à ce niveau-là une forme de nuance qu'il faut apporter. Donc l'esclave antique et le serf sont des conditions de dépendance, mais à des échelles différentes et surtout avec des fonctions différentes. Dans les sources qui datent d'après l'an 1000, autrement dit plutôt 11e siècle, 12e siècle, montrent que beaucoup d'hommes présents à ce moment-là sont souvent des descendants d'esclaves du Haut Moyen-Âge. Alors oui, l'esclavage, et c'est pas toujours facile en fait de démêler le sac de nœuds, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les idées bien posées là-dessus. Il y a toujours de l'esclavage au Moyen-Âge, mais comme je vous l'expliquais, il y a toujours, au Moyen-Âge, mais il va y avoir, comme je vous ai dit, une transition vers le servage. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça se fera vraiment que très progressivement. Vous allez avoir les seigneurs qui vont s'y mettre, mais avant vous allez avoir l'église aussi qui vont, avec cette volonté de stopper la condition d'esclave, vont apporter une nouvelle, on va dire, vision de la chose. Mais c'est vrai que ça reste des notions qui sont quand même assez avoisinantes, voire qui flirtent ensemble. Toutefois, peu de serfs vivent dans les campagnes car les serfs et les paysans peuvent aller de pair. Je m'explique. Bien souvent, les paysans que vous allez retrouver après les premiers siècles du Haut Moyen-Âge, et même pendant toute la période médiévale, peuvent être des serfs. Les paysans peuvent être les deux, cela arrive assez fréquemment, et bien souvent on ne fait pas la différence entre les deux, à moins qu'on regarde vraiment les sources, car les deux se mélangent, les deux vont ensemble, puisque ça concerne beaucoup, principalement, les campagnes, le servage. Même qu'on peut lire que dans les campagnes, ça c'est moins visible tout ça, il y a quand même beaucoup de servage dans les campagnes, il y en a beaucoup plus que dans les villes. Dans les villes, on verra le cas des villes un peu plus tard. Les villes, c'est une chose qui est quand même assez particulière par rapport aux serfs, et on le verra justement un peu plus tard quand je vous expliquerai vraiment l'attrait des villes pour les serfs. De façon générale, les serfs sont regroupés en famille et, comme je vous l'ai souvent dit, maintenus dans une forme de dépendance économique vis-à-vis de leur seigneur. Bon, je n'emploie pas le mot maître volontairement, mais vis-à-vis de leur seigneur, avec un caractère assez héréditaire. C'est ce qu'on va appeler le servage personnel. Autrement dit, ce sera les familles ce seront, on va dire, des serfs à proprement parler, qui seront sous cette dépendance. Ce sera, on va dire, le servage que l'on connaît, on va dire, de façon beaucoup plus classique. Cette forme de servage personnel fait partie des formes de servage qu'on peut rencontrer durant l'époque médiévale. À partir du XIIe siècle, une nouvelle tendance tente à se dessiner. En effet, des hommes qui sont à la base libres vont décider de rentrer en dépendance vis-à-vis d'une autre personne, d'un seigneur, afin d'avoir une protection. Donc, on peut supposer que les siècles, on va dire, du XIIe siècle, vont commencer à être des siècles, on va dire, un petit peu de crise. Ce sont des siècles de crise, on va dire la chose comme elle est. Il y a des crises d'ordre religieux, il y a aussi et ce qui fait que pour avoir, on va dire, une forme de sécurité, on va se rapprocher des puissants. Ça peut paraître très bizarre, mais c'est le cas. D'autres vont se mettre au service de monastères pour obtenir une forme de protection d'un saint patron. On peut supposer que ce sont des artisans ou des choses comme ça, parce que beaucoup de saints patrons, en fait, représentent certaines professions. Cela peut aussi être dû à une forme de pression de la part également du seigneur local, à cause notamment de la misère qui est on va dire, une réalité de l'époque. Cette misère va pousser justement ces fameuses personnes à vouloir obtenir un lopin de terre pour pouvoir ne serait-ce que survivre. C'est ce qu'on va appeler le servage réel, qui est une forme, on va dire, de servage
qui se caractérise justement par le fait que des personnes dites libres au début vont vouloir rentrer dans une forme de dépendance pour pouvoir survivre. Donc vous avez d'un côté les personnes dépendantes déjà de base, les vrais serfs, si je peux dire ça comme ça, qui descendent d'esclaves et tout ça, et des personnes dites libres qui vont vouloir rentrer en dépendance pour pouvoir ne serait-ce que survivre. Du moins, c'est ce que les historiens laissent un peu à penser. Donc, quelque part, ce sont des formes de servage qui sont assez différentes et on va les trouver justement à des moments différents de l'époque médiévale. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, on va assister à la naissance et à la consolidation d'États assez structurés, mais aussi à une forme de transformation du servage. On va également assister à des avancées techniques, que ce soit l'extraction et la frappe de métaux, donc on peut parler par exemple des monnaies, à des inventions, on va dire, techniques pour la fabrication, donc de l'artisanat, etc., etc., à l'urbanisation, bien sûr, à l'expansion des villes, donc les deux vont aller de pair, et tous ces facteurs vont faire que les rapports de dépendance vont changer par rapport aux campagnes. Ça va changer la donne et surtout ça va donner des perspectives différentes pour les serfs, notamment si ces derniers ont envie de partir ou de s'enfuir, on va dire, loin de leur maître, mais ça on le verra plus tard. Au travers de cette partie, il faut avoir en tête deux notions bien distinctes pour bien comprendre la chose. Vous avez d'un côté l'esclave qui est une personne aux mains d'une autre et qui dispose d'elle comme il le souhaite, il peut la vendre, il peut la donner, il peut la léguer. Donc autrement dit, cette personne est déshumanisée. Son statut est reconnu par la coutume ou par le droit, mais surtout par la coutume, et cela ne choque personne. Et cette condition d'esclave va se transmettre aux générations suivantes, sauf si vous avez le cas de l'affranchissement. On va dire le Graal pour un esclave ou pour un serf, c'est l'affranchissement. Mais les affranchissements ne sont pas accordés et en général, plus ça va aller, plus ça sera rare. Le serf est une personne établie, que ce soit par écrit ou pas oral. Je rappelle que au Moyen-Âge, les accords oraux ont beaucoup de valeur autant que ceux par écrit. Mais bon, l'écrit est quand même mieux d'une certaine manière. C'est donc un contrat à nouveau de dépendance entre le serf et un seigneur local. Ça peut être un seigneur de noble, ça peut être un seigneur aussi ecclésiastique, ça peut être un seigneur, on va dire, qui peut venir des deux premiers ordres si on regarde les trois ordres de la société. Ce dernier ne peut pas être vendu, déjà, on ne peut pas le donner en tant qu'individu. Alors, qu'est-ce qu'on va donner, vendre ou transmettre? Ce sera la terre qui va être concerné. Donc ça veut dire que l'individu qui a dessus ne sera pas, on va dire, l'objet de transmission, ce sera la terre sur laquelle le serf travaille. Donc ça peut aussi, comme vous pouvez l'imaginer, poser un certain nombre de problèmes. Et donc pousser des serfs qui par exemple étaient sous la dépendance d'un père, et bien du coup à devenir ou à se remettre sous la dépendance par exemple du fils pour pouvoir survivre. Donc quelque part, le serf peut obtenir sa liberté, on peut dire d'une certaine façon, mais c'est quand même pas, on va dire, quelque chose qui va de soi. Le statut de serf se transmet de génération en génération, sauf en cas d'affranchissement. Et là, on peut se dire, à la mort du maître, pourquoi l'affranchissement ne se fait pas? Cela se fait, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. La condition première du serf et de subvenir aux besoins du seigneur et de son entourage, et quand je dis entourage, c'est famille, domaine, chevaux, tout ce que vous voulez, et à son enrichissement, mais aussi à ses propres besoins. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la part reversée au seigneur sert à faire en sorte que le seigneur subvienne à ses propres besoins, à sa maisonnée et compagnie, et ce qui reste doit permettre au serf de pouvoir vivre. Et bien souvent, c'est pas forcément, on va dire, une part très adaptée. Ce n'est pas, on va dire, du 50-50, très loin de là. Cela montre encore une fois une forme de dépendance d'un individu envers un autre. Au Moyen-Âge, le servage est étroitement lié à la société féodale, c'est ce que je viens de vous expliquer, mais également au monde paysan. Comme je vous l'ai dit, les premiers temps du Moyen-Âge, ce sont des temps, on va dire, c'est plus les campagnes qui sont concernées que les villes. Pour la simple et bonne raison que les villes vont grandir à certains moments et pas à d'autres. Et surtout, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques au Moyen-Âge qu'à la fin du Moyen-Âge. Donc, les villes, pour l'instant, c'est pas quelque chose, on va dire, qu'on va regarder d'entrée de jeu. Beaucoup de personnes, beaucoup de ruraux sont en état de servitude.
Beaucoup d'entre eux sont installés sur des manses, donc sur des lopins de terre, sur des terrains, et ces derniers doivent cultiver la terre. Ce cas de figure fait qu'ils échappent très difficilement au servage. Dans les contrats de servitude, donc ces contrats entre le serf et le seigneur, on retrouve plusieurs clauses. Parmi elles, on va retrouver qu'en échange de plusieurs journées de travail et de redevance, donc journée de travail, on peut aussi comprendre les corvées, et redevance soit en nature, soit en argent, et en nature, nous entendons bien entendu les produits de la terre. Ce dernier a la possibilité d'exploiter les terrains, donc exploiter la terre pour lui-même, pour qu'il puisse se nourrir, et de posséder des biens sans se les faire confisquer par son maître, son seigneur, ou de se les faire piller. La condition de serf ne permet pas à ce dernier de faire certaines choses. Par exemple, il n'a pas la possibilité de prêter serment devant un tribunal. Le seigneur est responsable de ses serfs, donc c'est lui qui va le faire à sa place. Il n'a pas non plus la possibilité de témoigner devant un tribunal. Le serf n'a pas la possibilité de porter les armes également, ni de recevoir les ordres religieux. Comprenons, porter les armes, c'était réservé aux plus riches, aux nobles, donc aux seigneurs, et réservé aux seigneurs, donc en tant qu'individu, mais aussi aux chevaliers. Donc le serf n'avait pas le droit de posséder ou de porter les armes. Et les ordres, cela signifiait qu'il ne pouvait pas rentrer dans un ordre religieux quelconque ou de son choix, car cela ne lui était pas accordé. Ils ne peuvent pas non plus transmettre d'héritage. C'est ce qu'on va appeler la main morte. La main morte, nous la verrons après. Ils ne peuvent pas non plus, vous allez me dire, c'est beaucoup d'interdits. Les serfs ont également le devoir de verser des redevances. C'est ce que je vous ai expliqué à leur seigneur. Le cheval est une taxe personnelle que ce dernier doit verser. C'est ce qui fait que c'est un peu le symbole. Certains historiens voient que c'est le symbole en fait de cet état d'asservissement. Par ailleurs, un serf, que ce soit un homme ou une femme, qui souhaite se marier avec une personne qui est en dehors de la seigneurie, donc qui ne fait pas partie de la seigneurie, doit demander l'autorisation à son seigneur et le dédommager en cas de départ de ce dernier, ce qu'on va appeler le droit de fort mariage. Le serf possède, comme je vous le dis, des biens, mais il ne peut pas les transmettre à ses héritiers, il ne peut pas les transmettre en héritage. Donc c'est ce fameux droit de main morte. Il s'agit d'une incapacité juridique qui confère au serf une incapacité de transférer ses biens à sa mort à ses héritiers. Ces biens reviennent théoriquement au seigneur, mais cela va dépendre. Et cela est donc d'autant plus visible quand le serf n'a pas de descendants. Donc théoriquement, tous les biens que le serf possède lui appartiennent de son vivant, mais à sa mort, malheureusement, ils peuvent revenir au seigneur. Au fil du temps, on va assister à des vagues d'affranchissement. Nous l'avons vu dans la partie précédente, l'affranchissement va se faire dès l'époque mérovingienne, mais ça va se faire par vagues et surtout à un certain moment. C'est notamment le cas, par exemple, au XIIIe siècle, donc au plein cœur du Moyen-Âge, que l'on va encore retrouver ces vagues d'affranchissement. À la différence, on va dire, d'affranchissement qui vont se faire, par exemple, à l'époque mérovingienne ou carolingienne, quand la société féodale va s'installer, l'affranchissement va se faire d'une façon assez différente. On peut prendre un exemple concret. Avant de mourir, par exemple, le seigneur peut choisir d'affranchir ses serfs par testament. Donc, il peut le faire, mais on se doute bien qu'à la mort de ce dernier, cela n'est pas toujours forcément respecté. On peut assister également à ce qu'on peut voir comme des vagues d'affranchissement collectif, soit par des rois qui sont très religieux et qui ne veulent pas, on va dire, maintenir cet état de servitude parce que l'Église pousse derrière, soit par des communautés religieuses, soit par des villes. Et les villes ont un caractère assez particulier pour justement dans cet état de servitude. Concernant les villes, justement, les conditions de vie et la dépendance, on va dire, auxquelles les serfs sont soumis, poussent ces derniers à s'enfuir vers les villes. Quand ces derniers parviennent à fuir, les seigneurs ont, on va dire, des espèces d'accords qui font que si l'un de leurs serfs s'enfuit, les autres doivent faire en sorte de pouvoir le récupérer, donc se lancer à sa poursuite. Toutefois, pour les plus chanceux d'entre eux, pour les serfs les plus chanceux, ceux qui parviennent à arriver dans les villes voient de nouvelles conditions de vie se pointer vers eux, car
dépendance. La servitude n'a pas lieu d'être en ville. C'est pour ça que les villes, pour les serfs, sont vues un peu comme des chances d'accéder à la liberté et d'accéder à une forme d'indépendance. C'est pour ça que quand il va y avoir ces vagues d'urbanisation, ces vagues d'expansion des villes, il va y avoir à certains moments des serfs qui vont chercher à fuir vers les villes justement car la servitude n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas forcément de seigneurs locaux, il y a des autorités, oui, mais il n'y a pas de seigneurs locaux comme on pourrait le voir dans le monde paysan. Donc pour eux, c'est une chance d'accéder à une condition de vie meilleure et à échapper à cet état de servitude. Au XIVe, XVe siècle, donc, ce sont, on va dire, je rappelle que ces siècles-là, les derniers siècles du Moyen-Âge, sont des siècles de crise. Vous avez les épidémies de peste, vous avez les guerres, vous avez la misère, vous avez énormément de choses qui fait que le servage va prendre un tournant assez nouveau, dans le sens où ce sera plus certaines régions qui vont être concernées, et plus exactement des terres qui sont soumises à des charges relativement lourdes. Je rappelle que quand il y a eu l'épidémie de peste, les campagnes sont, on va dire, prises d'assaut par les citadins qui ont des villas ou des choses comme ça, des maisons, on va dire, en dehors de la ville, et par conséquent, on va essayer de pousser les murs. Mais toujours est-il que dans certains cas, même les campagnes sont désertées et surtout, ces dernières vont être désertées parce qu'il n'y a plus forcément de personnes pour les cultiver. Ça va être, surtout les premiers temps du XIVe siècle, ça va être des temps de crise tant à la ville qu'à la campagne. Mais enfin, on peut se douter que ces régions qui sont concernées, où les terres sont chargées en fiscalité, si je peux dire ça ainsi, vont être peut-être probablement assez minoritaires. Nous venons de voir que le servage touche essentiellement les paysans dans un certain sens, mais aussi les travailleurs les plus pauvres. Donc ça va toucher principalement tout ce qui est en rapport avec la vie paysanne. Mais on peut faire un parallèle avec un autre acteur, on va dire, de cette société féodale, qui est le vassal. Le vassal est également indépendant d'un seigneur. Il est également dépendant du seigneur car c'est lui qui le fait vivre. Le vassal va être, on va dire, un peu le numéro 2 du seigneur. En effet, bien qu'il ait obtenu du seigneur sa protection, un fief avec des tenures, il ne reste pas moins que ce dernier doit verser un certain nombre de contreparties. Le vassal doit assister son seigneur à un certain moment, au point de vue judiciaire, quand ce dernier part à la guerre ou ce genre de choses. On peut d'une certaine façon voir que les vassaux, les paysans et les serfs, donc on peut dire les deux, sont soumis à ce pouvoir seigneurial. Et donc, on peut se demander si la vassalité n'est pas un état de dépendance, on va dire beaucoup moins dur que le servage, mais on peut se demander justement si cet état de dépendance ne va être vu un peu comme une forme, pas d'asservissement, mais tout comme sans pour autant rentrer, on va dire, dans quelque chose de caricatural. Mais ça peut être une piste qu'on pourrait creuser, on pourrait mettre en parallèle justement un peu cette condition de dépendance entre le serf et le vassal, qui justement pourrait peut-être amener à des recherches assez intéressantes. Pourquoi pas faire des études comparatives entre ces deux formes de dépendance, qui sont certes très différentes, mais où on va dire le fond est le même. On dépend d'un seigneur, on dépend de son bon vouloir, on doit l'assister quand il rend la justice, on doit le défendre parce que c'est notre seigneur, c'est lui qui nous a tout donné. Donc on peut se demander si cet état, on va dire, de redevance entre guillemets vis-à-vis d'un seigneur n'est pas une forme, on va dire, de dépendance. Le serf en lui-même, nous venons de voir, est l'héritier, presque le servage est l'héritier de l'esclavage antique, avec, on va dire, des améliorations au fil des siècles, mais toujours, on va dire, en gardant cet état de dépendance vis-à-vis d'autrui, et surtout cette privation de liberté qui font que il va y avoir un certain moment où les serfs vont chercher à s'en aller, à fuir et à aller vers des zones qui leur accordent beaucoup plus des conditions de vie peut-être meilleures, des conditions de vie peut-être meilleures que dans les campagnes. Alors je ne dis pas que tous les serfs qui fuient vers la ville vont avoir des conditions de vie meilleures. Il doit y avoir certainement des couacs. Mais on peut s'interroger vraiment sur ces problématiques-là.
J'espère que cet épisode sur le servage vous aura plu. C'est quand même un sujet assez pointu, un assez gros morceau à traiter, je le conçois bien. Il faut avoir déjà des notions sur la vie paysanne au Moyen-Âge. J'en ai parfaitement conscience, c'est pour ça que je voulais quand même traiter ce sujet qui n'est pas toujours, on va dire, très facile. Même pour moi, il n'a pas été facile à aborder. J'espère l'avoir fait du mieux que je peux. J'espère que ça vous aura apporté vous aurez appris des choses, que ça vous aura apporté des connaissances supplémentaires et que ce genre de sujet vous intéresse et vous plaît. N'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez soin de vous.